Laurent Hénard, bonjour, bienvenue. Bonjour Christophe. Président donc du parti Radical, on l'a compris. Alors on va en parler de l'histoire de votre parti parce que vous fêtez vos 120 ans, vous approchez d'un congrès. Un mot quand même avant de cette épidémie qui arrive. Dans la Voix du Nord, Emmanuel Macron refuse de confiner les non-vaccinés. Mais si on est obligé de reconfiner tout le monde à cause de ces non-vaccinés, est-ce qu'on va pas avoir une population qui s'est vaccinée et qui sera en colère ? Non, je pense que le choix du président, c'est d'écarter le confinement, surtout. Le Parti Radical, on a milité il y a presque un an maintenant, pour la vaccination et un pass sanitaire, qui d'ailleurs ne nécessitait pas que la vaccination, mais pouvait aussi marquer les tests, à l'époque où le vaccin n'était pas encore au point et diffusé. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que les restrictions puissent être le plus ciblées, le plus réduites possible. L'idée de ce pass, c'est de limiter le plus possible un confinement, une interdiction, la fermeture de certains lieux. Et je pense que ce que le président de la République n'a pas dit, c'est qu'en fait, la France, elle a quand même réussi à développer rapidement le pass sanitaire. Elle est aujourd'hui un des pays au monde les plus vaccinés, et que ça, quand même, ça va nous permettre, on l'espère tous, d'éviter un confinement généralisé et de travailler face à l'épidémie uniquement avec des mesures très ciblées. Je rappelle qu'il y a un an, et je terminerai par ce point, il y a un an, on était tous confinés, au même moment de l'année, avec à peu près la même courbe de température, avec la même reprise en vague d'épidémie. C'était le confinement partout, quoi. Là, on n'y est pas. Est-ce qu'il ne faut pas passer quand même du pass sanitaire au pass vaccinal ? Notamment parce que les tests sont payants, les gens ne se testent plus. Donc obligeons-les à se vacciner s'ils veulent avoir une vie sociale. Je ne sais pas si aujourd'hui l'obligation de vaccination pour tout le monde, on a les moyens de la mettre en œuvre. Je suis précis dans ce que je dis. Sur le fond, à mon avis, c'est logique. Mais je suis pas sûr qu'on ait les moyens de garantir la mise en œuvre. Regardez déjà la difficulté qu'il y a eu pour les personnels soignants à faire en sorte de vérifier que, après, l'obligation elle était bien respectée par tout le monde. Là, on parle pas que des soignants ou que de certaines professions, on parlerait de tous les Français. Je suis pas sûr que ce soit bien de poser un principe dont on garantit pas le respect. Je pense qu'en revanche, il y a beaucoup à faire. Moi, j'ai été marqué par ça quand j'étais maire. Il y a beaucoup à faire encore en explication, en pédagogie. Pourquoi pas aller projeter des centres de vaccination sur des lieux de travail. Il y a travailler avec des grandes entreprises, avec des grandes administrations auprès de leurs salariés. C'est des choses à faire. Et puis, je rappelle que pour les personnes âgées, on n'a pas encore atteint le 100%. Et ça, c'est un des points faibles de la couverture française. Et là, on a quand même des alliés, normalement, les maisons de retraite, les intervenants à domicile. Je trouve qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on peut faire en mobilisation pour la vaccination. Aller chercher les gens. Alors, votre parti fête ses 120 ans. Le 10-11 décembre, vous serez en congrès. Que ressentez-vous à présider le plus vieux parti de France ? Ça vous confère une responsabilité particulière ? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que j'en parlais avec d'autres présidents qui, avant moi, ont exercé la charge. On se dit tous que on peut pas être le dernier président. On peut pas être celui qui éteint la lumière place de Valois. Place de Valois, c'est le local historique. D'où les radicaux valoisiens. D'où les radicaux valoisiens à un moment donné. C'est le siège depuis lequel, beaucoup de grandes lois d'ailleurs de la République sont parties. Donc c'est vrai qu'on se dit, il faut perpétuer cette maison. Là, c'est le sens de l'exposition qu'on fait. Raconter l'histoire de ce parti. Raconter qu'effectivement, pour quelqu'un qui circule en métro dans Paris, sans le savoir, il fait la carte de l'histoire radicale aussi, au fil de beaucoup de stations, entre République et Nation, notamment. Et puis, c'est aussi essayer de projeter les choses dans le siècle qui commence. Donc, de trouver des idées neuves, de trouver de nouveaux élus et de s'adapter. Et ça, c'est le point faible des radicaux, comme il faut bien le reconnaître, à une société qui est médiatique. Alors qu'on est plutôt des gens qui aiment le dialogue, le débat, vous voyez, pas trop le slogan et l'invective. Donc les formules courtes, c'est pas toujours notre fort. Et puis deuxièmement, on n'est pas un parti qui personnalise. Or, on est dans une république personnalisée avec l'élection du président de la République. Il faut incarner. On est plutôt un parti collectif, quoi. Je veux dire, on aime bien travailler en groupe, fonctionner en groupe. Mais il y a cette modernisation du parti. L'enjeu du Congrès, c'est ça aussi. C'est un manifeste radical avec quelques idées nouvelles pour un monde qui doit changer. Et alors justement, dans le début du XXIe siècle que nous connaissons, radical, ça veut dire extrémiste. On dit Zemmour est un candidat radical. Il y a des radicalisés dans certaines religions. Comment redonner un sens positif au mot radical ? D'abord, je voudrais dire que les radicaux sont des extrémistes. On est des radicaux républicains, donc on est des extrémistes de la République. On est des extrêmes centristes, Judith. Là, c'est un concept que vous allez pouvoir travailler pour un prochain billet. On croit vraiment en la République et on pense qu'il faut l'appliquer avec beaucoup d'intransigeance. Voilà. C'est ça qui a défini les radicaux. Et je trouve qu'aujourd'hui, on retrouve cette nécessité. C'est quoi les grandes périodes du radicalisme ? Il y en a deux avant le siècle du 21e siècle qui commence. On a la fin du 19e, un monde qui change. Industrialisation, on passe des campagnes à la ville, et en face de ça, il y a des réponses. L'école gratuite, laïque, publique, obligatoire, les premiers services sociaux, la liberté d'association, liberté de la presse, la liberté de la presse, la liberté syndicale. C'est la reconstruction après la guerre, avec en France quand même une séquence très douloureuse, parce que le pays a mis du temps à regarder son histoire en face, et notamment la séquence de l'État français et de Vichy. Les radicaux sont
au comité national de la résistance avec Jean Moulin, ils sont au moment de la libération dans les reconstructeurs, avec des figures comme Mendès France, qui s'est décolonisé. Ce qui en France a quand même pas été le sujet le plus simple. Et aujourd'hui, on a un monde, on le voit bien, qui angoisse les Français. Ils se demandent si la France va survivre dans un monde avec 7 milliards d'habitants, avec tout qui va toujours beaucoup plus vite. Et si la République a encore un sens ? Et si la République a encore un sens, je suis d'accord avec vous, dans des démocraties d'opinion qui partout s'installent. Et nous, on défend l'idée que la République, elle a encore un sens, et qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées dans l'esprit de la République à la mondialisation. Et je pense que c'est le sujet principal, c'est mondialisation, progrès technologique, comment la République s'adapte à ce nouveau siècle. Et j'espère bien que ma famille radicale sera au rendez-vous. Alors vous présentez une motion vous-même à ce congrès, et dans cette motion, vous visez à engager votre parti dans la campagne d'Emmanuel Macron pour sa réélection. Pourtant, il ne vous a pas tellement aidé aux municipales, qui ont été dures il y a 1 an et demi pour les radicaux. Vous-même avez perdu Nancy. Pourquoi cette absence de rancœur et pourquoi ce ralliement ? Alors, parce que je dis que les radicaux sont pas rancuniers. Non, parce qu'il faut regarder l'avenir. Alors, c'est pour un parti qui a 120 ans, je reconnais que c'est un peu une drôle de réflexion. Mais en politique, trop souvent, on empile justement des rancœurs et des histoires du passé. On n'était pas d'accord. Rappelez-vous les guerres, quoi. Le congrès de Rennes au Parti socialiste, la bataille fratricide entre les Giscardiens et les Chiraciens, les Balladur, enfin bon. Copé-Fillon, etc. Ça a fait tellement de mal à la vie politique du pays que chez les radicaux, alors c'est peut-être le fait d'avoir aussi 120 ans de recul, on sait tourner les pages. Voilà. Donc il faut tourner la page d'un quinquennat où effectivement on n'a pas toujours pu avec le président de la République trouver tous les termes de l'accord. À la rigueur, je dirais peu importe, et les Français s'en foutent. Ce qu'il faut regarder, c'est comment en 2022 on choisit le meilleur président dans un moment où la crise sanitaire n'est pas terminée, on le voit, où la sortie de la crise économique est loin d'être réalisée. Là, je parle pas en France, je parle à l'échelle européenne et planétaire, et où les sujets d'avant la crise vont revenir. Les sujets d'identité, les sujets de peur sécuritaire, les sujets de doute sur est-ce que la France, elle doit se laisser ouvrir au monde entier ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se replier sur nous ? Tout ça va revenir. Tout ça revient déjà quand on voit Zemmour. Et avec derrière l'appel à la haine, l'antisémitisme, toutes des choses qu'on a toujours combattues. Et le choix pour Macron, c'est avant tout le choix du président qui est le plus clair et le plus fort possible sur le combat contre ces appels à la haine, à la différence et aux extrémismes et au populisme. Et c'est aussi le choix du président qui, en temps de tempête, en temps de crise, a montré qu'il savait diriger. Pourquoi ne pas avoir préféré attendre la désignation du candidat des Républicains pour instaurer une sorte de match entre le candidat de la droite républicaine et Emmanuel Macron ? Parce que, là aussi, vous l'avez dit, il y avait tout dans votre billet, en fait, Judith. Quand vous disiez, on peut s'allier avec la gauche, on peut s'allier avec la droite, c'est vrai que les radicaux ont toujours défendu l'idée du dépassement. Oui. Voilà. À un moment donné, on est trop prisonnier du clivage droite-gauche. Et surtout sous la 5e, avec l'élection présidentielle qui coupe en deux le pays à chaque fois. Et le choix d'Emmanuel Macron de dépasser ce clivage droite-gauche, c'est un choix fondamental aussi pour les radicaux. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est autour d'Emmanuel Macron réussir à bâtir une force politique centrale. Je pense que le PS d'un côté, les Républicains de l'autre, ils n'ont plus la confiance majoritaire des Français parce que il y a plus de cohérence politique dans ces partis. Aujourd'hui, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse sont plus proches d'Emmanuel Macron que d'Éric Ciotti. Pourtant, ils font leur primaire entre eux. Et ils se droitisent beaucoup dans ces. Et ils se droitisent beaucoup. Voilà. Donc nous, on n'a pas voulu attendre parce qu'on pense que l'heure est grave. Enfin, je veux dire, la campagne, c'est quelques mois seulement. Et je pense qu'il faut très vite, auprès des Français, dire des messages clairs. Et nous, le message qu'on envoie, c'est, il y a sûrement des choses qui ne vous ont pas plu dans le quinquennat, parce que une action publique ne peut pas être parfaite. Je veux dire, j'ai exercé des mandats. Je sais qu'il y a forcément, à un moment donné, des choses qu'on a bien fait et des choses, hélas, qu'on n'a pas fait aussi bien qu'on aurait pu. Mais par rapport aux défis pour demain, le président de la République mérite la confiance des Français. C'est ce message-là que moi j'ai voulu dire au Congrès radical. J'espère que le Congrès radical confirmera ce choix, et je crois que c'est ce qu'il faut dire aux Français. Voilà, c'est pas regarder la montée de l'abstention, regarder le recul de l'engagement dans la vie publique. Le sujet est un sujet, à mon avis, majeur. Il faut leur dire que cette élection présidentielle, ils doivent y aller, qu'ils doivent la regarder en face, et que le meilleur choix, c'est celui du président actuel. Est-ce que pour construire cette grande force centrale, vous irez jusqu'à inscrire le Parti radical dans la maison commune bâtie autour d'Emmanuel Macron, où on va retrouver Horizon d'Édouard Philippe, le Modem de François Bayrou, maison qui s'appellera sans doute Ensemble citoyen, d'ailleurs quelque chose de très républicain, très radical comme appellation. Alors, je l'ai dit, le Parti radical, il est soluble dans rien. On a traversé quand même 3 républiques, quasiment, et on a vu passer des partis. Donc si la maison commune, c'est une alliance. Une fédération, mais qui permet de faire le contrat clair avec les Français. Voilà notre programme de législature pour 5 ans, on a des investitures coordonnées, et puis derrière, on essaye de piloter ensemble notre accord politique. Évidemment que c'est une alliance
dans laquelle nous serons. En revanche, si c'est un parti unique, uniformisé, l'UMP, ou même ce qu'était un temps le PS, oui. On n'en sera pas. Et je pense d'ailleurs que ce parti unique que souvent on fait dans le prolongement de l'élection présidentielle. Il y a le parti, il y a le président, il y a le parti du président. C'est ce qui fait aussi que les Français s'éloignent. Il n'y a pas assez de diversité. Les gens ne trouvent pas des sensibilités politiques différentes. Or, on a besoin quand même, dans l'exercice du pouvoir, de montrer que, il n'y a pas un camp qui a raison tout seul. Donc, si la maison commune, c'est une alliance large et surtout pluraliste, où on laisse les différences s'exprimer, avec un contrat clair sur quelques réformes prioritaires qui engagent tout le monde, oui, c'est un contrat qui nous intéresse. Alors, dans ces réformes prioritaires, il pourrait y avoir une nouvelle décentralisation. Emmanuel Macron a un bilan tendu avec les collectivités locales. Vous dites au Figaro, je lui fais confiance. Quelle décentralisation attendez-vous ? Alors, le Congrès des maires, c'est terminé. Avec d'ailleurs, vous l'avez vu, un meilleur accueil du président de la République qu'en 2017. Je pense que la décentralisation, elle a besoin de deux choses simples. La première, c'est plus de confiance aux collectivités. Quand on regarde la France, c'est un pays qui a plein de collectivités. On a le pays qui a le plus de communes. Dans le millefeuille, il y a des couches incroyables. Il y a les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les collectivités font des groupements entre elles. Bref, on est le pays qui a le plus de collectivités locales, mais on est le pays qui a donné le moins de pouvoir aux collectivités locales. Donc, il faut des transferts massifs. Les radicaux plaident depuis Servan-Schreiber pour ce qu'on appelle le pouvoir régional. Nous, on pense que la politique de l'emploi et de la formation, ça doit être complètement confié aux régions, parce qu'elles s'occupent du développement économique. On pense qu'en plus de la voie ferrée, elles doivent s'occuper de routes et de voies d'eau. On pense que la transition écologique aussi doit être confiée aux régions pour qu'il y ait des initiatives locales et de la motricité. Bref, on pense... Des vrais lenders, quoi. Oui, des lenders, des provinces, si vous prenez le mot italien ou espagnol, mais des vrais pouvoirs locaux, mais clairs, qui du coup donnent envie aux gens d'aller voter. Voilà. Et puis deuxièmement, il faut clarifier le sujet financier, ça c'est clair aussi. On a besoin de faire en sorte que chaque collectivité puisse avoir un ou deux impôts et que donc les citoyens savent que tel impôt qui augmente, c'est telle collectivité qui fait un choix. Aujourd'hui, c'est incompréhensible la fiscalité locale, y compris pour les élus locaux. Et il faut le faire en aidant aussi les communes à se rapprocher. Dans le manifeste, on dit un objectif 10 000 communes. Aujourd'hui, il y en a 35 000. L'idée, c'est d'avoir un peu moins de communes, mais avec plus de moyens et plus de capacité d'action. Laurent Hénart, merci, bonne journée Merci et puis bon anniversaire au Parti radical. Merci.